Au printemps 2022, j'ai sorti une série documentaire. C'est juste le projet le plus long, le plus ambitieux, mais aussi, je pense, c'est sûr, le plus dur que j'ai jamais mené de ma vie. Et comme le concept de cette série était un peu particulier, c'est-à-dire que je voulais la faire co-réaliser entièrement par des jeunes filles, j'ai tout filmé et donc je vais tout vous raconter. Mais d'abord, petit instant promo quand même, est-ce que vous avez vu la série? Parce que je pense que ça vaut le coup quand même d'aller y jeter un œil avant de regarder les coulisses. Je vous mets la playlist juste là, ça dure une petite 50aine de minutes. Je sais que vous avez le temps, et puis moi, vous inquiétez pas, je vous attends, je bouge pas. C'est bon? Allez, go! Donc la première étape, mais même à vrai dire l'étape 0 pour faire une série docu, c'est l'idée. Honnêtement, je saurais même pas vous dire de quand date cette idée, tellement ça faisait des années que j'avais un peu ce concept dans la tête. Et puis quand son métier c'est d'avoir des idées, c'est pas toujours facile de savoir quand est-ce qu'on l'a eu exactement. Du point de vue de mes voisins par exemple, ça ressemble probablement à une meuf qui fait juste les 100 pas toute la journée. Et donc parlons un petit peu de cette fameuse idée. Le but c'était donc qu'elle soit co-réalisée par les personnages, et les personnages qui étaient des jeunes filles issues de quartiers populaires ou de banlieues, ou peu importe, en tout cas des personnes qu'on n'entendait pas. C'était à la fois journalistique et politique comme démarche. Vous savez, on reproche souvent aux journalistes d'avoir un regard assez stéréotypé sur certains sujets parce qu'ils ne sont pas concernés. Et c'est vrai que très souvent ça donne des sujets qui au mieux sont sans nuance, au pire carrément obscènes. Dans ce bar, que des hommes, pas très accueillants. Et moi, je voulais pas juste me donner bonne conscience en me disant « oui, je sais que ça existe, je vais faire attention ». Non, je voulais faire un truc radical, je voulais que ce soit elle qui co-réalise, je voulais qu'elle choisisse les sujets, je voulais qu'elle puisse prendre la caméra, je voulais qu'elle choisisse la musique, les lieux, tout. Je voulais mettre mes compétences en tant que réalisatrice et les compétences de toute une équipe d'audiovisuel au service de leurs idées. Sauf que moi j'avais absolument jamais rien fait d'aussi ambitieux de ma vie. Le seul truc que j'avais fait avant c'était Traquer, mon film sur les cyberviolences conjugales, et ce film en réalité on l'avait fait à 3 en 2 mois. Donc allez, c'était de l'artisanat YouTube plus, mais rien à voir avec du vrai audiovisuel. Là, il allait falloir monter vraiment d'un cran. C'est là qu'on en arrive à la vraie étape 1. Se sortir les doigts. Et s'acharner. Et en vrai, dites-vous que factuellement, c'est la période qui a pris le plus de temps. Parce que l'idée, je l'ai eue genre, je pense en 2018-2019, quelque chose comme ça. Début 2020, j'ai commencé à essayer d'aller chercher des thunes toute seule. Sauf que j'étais complètement amatrice, quoi. Je savais pas faire, et puis même, c'est pas un truc qu'on peut faire toute seule, quoi. Qui, je pense, justement, est une forme un petit peu originale de journalisme. Alors j'ai quand même reçu une petite bourse au développement, donc ça m'a bien motivée, mais j'ai aussi pris des portes. Ouais, on est honnête ici, hein. Puis c'était le pic de la pandémie, hein, donc déjà les réponses elles mettaient du temps à arriver, on était enfermés chez nous, moi j'avais plus de taf, donc je bossais plus, je gagnais plus de thunes, franchement c'était chaud. Et puis est arrivé le deuxième confinement, et là j'ai décidé de me remettre un coup de pied au cul, quoi, et quoi qu'il arrive, de recommencer à bosser sur cette série, toute seule, avec ou sans thunes. Premier truc, j'ai contacté Revel. Revel, on en reparlera plus tard, mais pour faire vite, c'est une asso qui a pour objectif l'empowerment des jeunes filles des quartiers populaires. Donc, c'est des meufs qui sont sur le terrain, qui savent de quoi elles parlent. Je voulais vraiment les avoir comme partenaires. Je les ai contactées, j'y suis allée au culot, je leur ai raconté mon projet. Et elles ont accepté. Donc là j'étais engagée, je pouvais plus reculer, et en même temps je pouvais pas vraiment le faire seule, donc j'ai encore repris mon courage à deux mains, j'ai demandé à Cordélia qui venait juste d'ouvrir sa boîte de prod si elle acceptait de m'accompagner sur ce projet, et elle a accepté aussi. Et là le projet a pris un sacré coup d'accélérateur. On était je pense en janvier-février 2020 et on voulait tourner avant l'été. Ça veut dire qu'il fallait donc avoir trouvé la thune et écrit avant l'été. Sauf que si vous avez suivi, le but c'était que j'ai écrit avec les filles. Donc il fallait, avant d'écrire, trouver le casting. Donc on a réfléchi avec Revel, elles nous ont dit qu'il y avait sûrement des filles passées par l'assaut qui seraient intéressées. Elles ont fait une présélection, elles m'ont donné quelques contacts comme ça. Moi j'ai passé des coups de fil, j'ai discuté avec elles de ce dont elles aimeraient parler, ce qu'elles aimeraient faire. Et voilà, c'était un peu une évidence en fait, mais en mars on avait les filles et on les a réunies dans une première visio. Je suis trop contente de vous rencontrer chacune. Pour l'instant, donc la phase qui va arriver, c'est la phase d'écriture du projet.
Si on écrit le projet, ça veut dire que pour l'instant, on n'a pas d'argent. Mais ouais, il s'agissait pas de leur mentir, fallait encore trouver la thune, c'était pas évident, et pour trouver la thune, fallait écrire. Donc il s'agissait de se bouger le cul, et en avril, on a commencé à écrire tout ensemble. Je suis à Pantin, je me dirige vers les locaux donc, de l'association Révèle. L'association Révèle, c'est une association qui a énormément d'importance dans ce projet. Là, elles ont la gentillesse de nous accueillir pour les réunions d'écriture. On arrive. Bon, là j'ai l'air confiante, mais en réalité c'était un peu le stress. En fait, on avait décidé qu'on allait se réunir pour écrire plusieurs samedis d'affilée, puisque la semaine les filles avaient cours, et que donc, au terme de ça, il faudrait qu'on ait une première version de la série pour la deadline qui était celle des dossiers de financement. C'était court. Mais surtout, je savais pas vraiment ce que je faisais en fait. J'avais embarqué plein de monde dans mon idée, une productrice, une asso, 4 jeunes filles qui allaient consacrer 1 an de leur vie à ma série, et j'avais jamais fait ça. Si ça marchait pas, si on se retrouvait autour de la table et qu'on n'arrivait pas à créer quelque chose, franchement j'étais stressée à ce moment-là. Vous êtes où chacune déjà? Toi de l'inter. Ah oui c'est vrai. Ah, j'emmène pas l'argent. On est là? Go. Ah bon? Oui, c'était à toi. De quoi t'avais envie de parler? On avait dit l'immigration parce que je suis une immigrée. Et puis voilà, c'était parti. À la fin de la première réunion avec Cordélia, la première chose qu'on s'est dite, c'est on a eu besoin de relancer personne. Juste, ça s'est enchaîné, elles ont parlé, et on avait juste à prendre des notes. C'était incroyable. Et aujourd'hui, là, quand je regarde les rushs, pour faire cette vidéo, le truc qui me choque, c'est à quel point ce que disent les filles à ce moment-là, c'est-à-dire parfois la première heure où on s'est rencontrés, c'est exactement ce qu'il y a dans la série, c'est présent dans la série, tel quel. T'as joué à quel âge? À 13 ans. Et toi? T'es née en France? Non, J'arrive à 8 ans. Et il y a beaucoup de gens qui nous ont aidés quand on venait d'arriver. Et ma CPE, elle m'a beaucoup aidée. Je crois que c'est grâce à elle que je suis où je suis. Sinon, j'aurais pu très bien, comment on dit? Décrocher. Ouais, c'est ça. Là, c'est la chef de ma CPE. C'est une personne qui compte vraiment beaucoup pour moi. En fait, c'est grâce à elle, j'ai pas trop décroché vu qu'elle était tout le temps derrière moi à m'encourager, à me pousser. Bonjour. Bonjour Ayama. Ça va? Vous allez bien? Oui, et vous? Même si je ne montrais pas, j'étais vraiment renfermée, mais je faisais tout pour être intégrée. Jusqu'à limite, dans ma tête, j'avais l'impression de m'oublier, d'être comme eux pour être acceptée, d'être comme les Français, comme les gens d'ici, pour être acceptée, pour m'intégrer. Parfois, je me suis poussée un petit peu. Peut-être je me suis mis la pression à m'habiller d'une certaine façon et avoir ce style vestimentaire européen, quoi. Inconsciemment ou parfois consciemment. Peut-être c'est nous-mêmes, on se met cette barrière, hein, mais on n'a pas cette liberté, on va dire, cette liberté de se montrer comme on est. On vient en France, tu rentres direct dans le moule. Tu n'es pas toi. Faire comme les Français, ou c'est-à-dire écouter de la musique, la musique française, C'est vraiment les ça se rejoint, et je pense que c'est, en fait, ça fait écho à faire comme la classe dominante. On va reprendre Bourdieu. Mais en fait, c'est-à-dire que la société, il y a forcément des dominés et des dominants. Et les dominants ont une culture dite légitime. On devrait prendre conscience que justement notre diversité, que c'est ça qui fait notre richesse. Et que nos différentes cultures, nos différentes horizons tout simplement, font de cette culture une culture légitime. On parle aussi de culture générale. Par exemple, parler anglais, c'est de la culture générale, c'est la base. Mais parler arabe ou même maîtriser en fait des dialectes, et la richesse en fait de dialectes, ça par exemple, ce sera pas compris dans la culture générale. Écouter de la musique classique, ça rentre dans la culture générale. Et pourtant, le rap, le rock, l'électro, tout ce genre en fait toute cette richesse en fait qui fait que c'est pas la culture générale. Il n'empêche que ça reste une culture et ça peut être une culture générale pour moi parce que dans le rap pour moi c'est pas comme les gens ils l'entendent, la plupart des gens en tout cas, c'est pas que des insultes. Ça fait réfléchir, c'est des gens qui racontent leur vie, c'est inspirant. Comme Aya Nakamura, clairement, on n'arrive même pas à prononcer son prénom, il y a comme un sort de mépris. Alors qu'en soi, c'est ces musiques-là qu'on m'a abandonné, c'est ces musiques-là qui font bouger les jeunesses dorées et aussi les jeunesses banlieusards. Donc,
En fait, mon père, il est venu en France par la mer. Clairement, il a nagé, enfin, ils ont pris des bateaux, etc. Et ma mère, elle est venue en avion. Donc, peut-être réussir pour eux, c'est arriver à un certain niveau, clairement. Donc, la notion de réussir, je pense, entre la première et la deuxième génération, c'est pas du tout la même. Pas du tout la même. Dans notre culture, genre, c'est important d'être médecin, avocat et tout. Enfin, surtout quand on est immigré. Voilà, genre, quand tu immigres pour tes enfants, bah, tu souhaites. T'as forcément une notion de réussite incroyable après. Bah, tu veux, voilà. T'as aussi de la réussite. Le meilleur. Je fais les ménages. Oui, et je ne veux pas que mon enfant aussi fasse les ménages parce que ça, c'est pas joli en fait. Parce que nous, on ne peut pas lire et écrire. Nous, on peut comprendre parce que nous, on ne sait pas lire, on ne sait pas ni écrire, ni faire rien de tout. Nous, parce que nous aussi, on veut que nos enfants ils peuvent assis dans l'ordinateur. Un jour, mon enfant, il fait l'ordinateur. Mon enfant, il fait ça, il fait des rêves. Oui, c'est un rêve pareil. Bref, première réunion, il y avait déjà énormément de matière. J'ai tout fiché et une semaine plus tard, on a remis ça. La semaine dernière, j'ai pris plein de notes. Cordélia a pris plein de notes. Et j'ai tout fiché. En vert, c'est des références que vous citez, donc Bourdieu, Kautar Archi, Kerry James, Medine, etc. Et aujourd'hui, pareil, en revoyant les rushs, je me dis, en fait, c'était surtout l'occasion de tisser du lien à ce moment-là. Presque autant que de parler du documentaire. Donc on riait beaucoup, c'était aussi l'occasion de s'habituer en douceur à la présence d'une petite caméra qu'on allait avoir tout du long. Et puis c'était aussi le moment des premières interrogations et des premières inquiétudes. J'arrive pas à m'expliquer en fait. Il y a une raison pour laquelle je ne vais pas comment entendre. Mais non, mais t'inquiète. Quand je vais dire un truc, ça sort pas l'éloquence, j'ai pas ça en fait. Et puis tu vois, si à un moment donné dans un documentaire t'as envie de dire un truc mais que ça sort pas comme t'as envie de le dire, bah on le refera, on réfléchira à comment on peut faire. Pas de pression, tu vois. Et puis même t'as le droit de parler comme tu parles aussi, hein. On a continué à parler, il y avait beaucoup de rires, beaucoup de confidences, c'était vraiment une ambiance cocon comme ça. Et il y avait toujours évidemment l'œil bienveillant et aussi les relances, mine de rien, de Fatoumata et de Samar de Revel qui étaient avec nous tout du long. Mon rapport à mon père. Enfin, ou pas. Enfin bref, c'était plus aussi ce rôle-là du père. Avant de passer à la suite, il faut que je vous présente enfin Revel, donc l'asso qui nous a accompagnés et qui fait un travail on ne peut plus important, donc j'ai interviewé Samar. Ouais, c'est bon. Super. Ok. On part. Moi, j'ai contacté Revel en fait depuis le tout début de ce projet. C'est-à-dire avant même d'avoir une production, avant même d'avoir fait quoi que ce soit, j'avais envie de travailler avec vous. Est-ce que, déjà, est-ce que tu peux présenter l'association Revel ? Revel, c'est une association qui est née en 2013. On a pour mission d'accompagner des jeunes femmes, majoritairement issues de quartiers populaires, qui ont entre 14 et 20 ans, dans le développement de leur confiance en elles, de leur pouvoir d'agir, et aussi sur de l'orientation, pour qu'elles puissent choisir le projet professionnel qu'elles veulent vraiment, qui correspond à leurs valeurs et à leurs rêves. Concrètement, on met en place des programmes pédagogiques d'expérimentation par le groupe. Elles vont, à travers un programme qui s'appelle Révèle ton potentiel, un programme de 5 mois, avoir des ateliers de coaching collectif et individuel avec des coachs certifiés pour travailler sur la connaissance de soi, sur la confiance en soi, la prise de parole en public et aussi essayer de découvrir des secteurs d'activité, des métiers qui pourraient potentiellement les intéresser. Comment est venue cette idée en fait ? Cette idée de cette association. Ouais. Atina Marmora, qui est la fondatrice de Revel, elle travaillait dans des lycées, notamment sur les thématiques d'égalité des chances. Et en fait, elle s'est rendue compte que les jeunes filles, elles ne s'autorisaient pas à rêver leur vie. Elles étaient prises dans des déterminismes, elles avaient des freins, des phénomènes d'autocensure. Et donc, elle a remarqué qu'il y avait cette différence-là. Et elle a imaginé cet espace qui est Revel, un espace bienveillant où les jeunes filles peuvent vraiment, entre elles, en non-mixité, se penser, s'imaginer, se rêver, et voilà. Et donc c'est pour ça aussi qu'on encourage vraiment les jeunes filles à participer à des projets comme celui qu'on mène ensemble, pour qu'elles puissent vraiment être actrices de leur narration, qu'elles puissent se raconter, porter leur voix, tout simplement
qu'elles soient visibles et qu'on les entende. On est à mi-parcours de l'écriture, on a déjà fait 2 réunions d'écriture avec les filles, sauf que c'était des réunions presque groupe de parole. Le but là, c'était qu'elles sortent un maximum de choses, etc. Et maintenant qu'elles ont émis énormément d'idées, énormément de références, énormément de témoignages, etc., il faut en faire un documentaire. Il faut le structurer et il y a une telle quantité d'informations que c'est un travail énorme. Donc voilà, j'ai des fiches comme ça, des tonnes de fiches comme ça, avec des surligneurs et tout, et je suis en train d'essayer de tout mettre sur des post-it à structurer comme ça. Et c'est quelque chose, quoi. C'est quelque chose pour que ça raconte une histoire, qu'il y ait une vraie intention. C'est pas facile. Allez, je vous fais pas un dessin, j'ai pas filmé tout du long de toute façon, mais globalement, j'y ai passé la nuit, voilà. Le lendemain, je devais présenter mes idées aux filles et ensemble, on devait muscler tout ça. Donc on a pris des grandes feuilles de papier et on a commencé à les remplir avec des post-it. Désolée, je me sens waouh. C'est bon, et c'est le dernier. Ouais, du coup, on fait ça. Parce qu'on avait parlé aussi de Nadia Lazoumi, qui elle parle beaucoup de l'intégration, enfin la représentation comment on est français, quoi, quand on est une femme hijabie notamment. Je vais écrire Rokhaya Diallo. Moi, Rokhaya Diallo, je la voyais là. C'est vrai. Bon, en fait, c'est un peu des deux. Et surtout dans l'intégration, comment ça s'appelle, Nesrine Salawi, avec son livre Illégitime. Ok. Je sais pas si vous connaissez Fatou John. Oh si, je l'ai déjà vu sur le plateau de Click. Alors c'est une Sénégalaise, femme immigrée, et du coup elle est aussi engagée dans les discours politiques, dans l'immigration, etc. Donc ce serait bien quand même, pour moi en tout cas, de l'interviewer. Il fallait vraiment commencer à penser audiovisuel. Est-ce qu'il allait y avoir des interviews, des séquences? Qu'est-ce que c'était qu'une séquence? Quand tu hésites entre journaliste et comédienne, on te dit non, pas comédienne, c'est pas... Ah, ce serait trop drôle de voir avec ma mère. Bah, tu vois, mais ça serait une super séquence pour cet épisode-là. Oui. Ça devenait vraiment concret là. De quoi est-ce qu'elles avaient envie de parler vraiment? C'est-à-dire pas juste entre nous, mais devant une caméra. Et puis c'était quoi aussi la limite de la pudeur? Moi je suis fan de cette histoire, mais peut-être que toi ça te saoule. Toi t'aimes bien l'histoire. Toi t'aimes bien l'histoire. De quoi? T'aimes bien l'histoire? Ouais, mais ça va quoi, genre... C'est passé. Est-ce que toi tu seras à l'aise avec ça? Avec ce qui vient de filmer? Ça va mon visage? Non, si on ça va. Hein. D'accord. Et par contre, si on voit ton visage, ça va aussi. Tout le monde va voir. Ça va moins. Il y avait bien sûr la question de la voix off, apparaître face caméra ou pas, etc., etc. Et puis, du coup, il y avait ce que ça entraînait, c'est-à-dire le droit à l'image, la question des contrats, mais ça, j'ai laissé ça à Cornelia. Cette autorisation comporte la possibilité d'apporter toute modification que la production jugera nécessaire dès lors qu'elle n'entraîne aucune altération. Oui, donc on se réserve la possibilité de changer vos images tant que ça n'altère pas votre image. Ça veut dire que, par exemple, il va y avoir peut-être un travail d'étalonnage, c'est ce qu'on vous expliquera la semaine prochaine. Donc les droits de reproduction, de fixation, de représentation et de diffusion de votre image. Légalement, on aura besoin de l'autorisation de tes parents à chaque fois. La semaine suivante, on a fait une dernière réunion pour qu'elle rencontre Clémence, la chef opératrice, et Yasmina, la monteuse du projet, et qu'elle parle un petit peu de tout ça. Et puis voilà, la phase d'écriture était finie, il fallait que je sorte un dossier. Pendant quelques semaines, on n'a plus eu de nouvelles des filles. Moi, de mon côté, j'ai bouclé le dossier, on a envoyé ça, et puis on a appris qu'on avait le financement du CNC. Et là, on a vraiment pu se lancer. On va enfin pouvoir passer à l'étape que tout le monde attend, et moi, je vais enfin pouvoir arrêter de parler toute seule. Yo la commu. Bah écoute, c'est parfait. C'est parfait, ça sera gardé au montage, tu t'en doutes. C'est le premier jour de tournage et
Ça, c'est les fesses de Julie. Et... Hop là, obligé de faire un arrêt sur image sur cette blague de gros lourd. Merci Marine. Pour donc vous présenter l'équipe. De gauche à droite, Julie, directrice de production. Cordélia, vous la connaissez déjà, productrice. Magali, ingé son. Et Clémence, chef opératrice. Et on mange avec l'équipe et on y va. Et c'est pas net. C'est pas grave. Ouais, je suis passée en voix off. Vous formalisez pas. Salut. Salut Madi, comment tu te sens? Comment dire ça? J'appréhende, je suis excitée un peu quand même. Et premier jour de tournage, bienvenue dans la préparation du premier tournage de la série. Et bon visionnage. Trop cool. Trop bien. Ok. Tu me fais mes petites transitions impeccables là. Trop bien. Oui, c'est mieux si on verra très vite directement. Il y a un petit chemin là, tu vois, qui passe, j'aime bien. Et bah voilà, faut que tu t'imagines là avec ta mère. J'aime trop ce plan. Trop bien. La caméra qu'elle porte Marie, je pense, pourra filmer de côté. Ouais, un peu en diagonale. En faisant des plus gros plans, quoi, des plans plus serrés. Le défi, c'était de correspondre à leur univers en les accompagnant et sans peser sur elles. Il y avait 2 angles, ce qu'elle filme et ton regard, ton accompagnement en fait, qui allait être traduit par les images que tu allais filmer. Et ta participation au documentaire, en dehors de l'accompagnement physique, intellectuel que tu leur apportais, c'était aussi ton regard grâce à l'objet caméra que tu avais dans la main en fait. Donc il y a eu, la première décision, ça a été, tu cadres. Là, si Clémence précise, c'est parce que c'est pas évident. C'est pas le rôle d'une réalisatrice de cadrer normalement. Mais là, il fallait que je puisse documenter la réalisation par les filles. Donc si je résume, le dispositif, c'était une cam principale avec laquelle les filles cadraient, guidées par Clémence, et une secondaire, plus éloignée, pour faire la mise en abîme. Et là, c'est moi qui cadrais. Et moi, c'est ok que tu sois dans mon cadre. Okay. C'est le but. C'est l'inverse qu'il ne faut pas qu'il arrive. Côté son, c'était Magali qui posait des micros à tout le monde tous les matins. Le son était renvoyé et dans son enregistreur et dans nos caméras, comme ça on était sûr de rien louper. Et ça fait partie vraiment de la stratégie, c'était d'avoir la liberté de pouvoir lancer un cadre, laisser vivre quelque chose. Et par contre, c'est en opposition avec la caméra fixe où elle maîtrisait tout. Et ces plans fixes interviews sont vraiment des plans qu'elles ont décidé elles-mêmes, du décor en passant par la mise en scène des corps pour avoir les discussions qu'elles avaient, etc. Et ça, c'est un travail hyper intéressant qui vient vraiment d'elles. Elle voulait pas véhiculer de clichés, elle voulait pas montrer des choses moches. Donc on n'allait pas styliser des endroits avec des néons qui grésillent enfin moi au début j'imaginais des clairs-obscurs dans des lieux sombres, je sais. Enfin c'était pas du tout le reflet de ce qu'elles ont écrit et finalement c'est beau de découvrir qu'elles ont une patte commune et c'était cette volonté commune de faire quelque chose de beau. Mais en même temps elles ont toutes fait des plans hyper différents, je repense au plan de Fanta débulé hyper onirique dans les tours, à travers les fenêtres en forme de gouttes d'eau, magnifique. Ça veut dire que je fais les tours. Je fais ce que je veux. Tu fais ce que tu veux et je t'enlève les displays, c'est les petites infos, voilà, comme ça t'as tout. Ok. Vas-y, lâche-toi. Ok. Par contre, je peux t'aider si tu veux que je dise la vidéo. Ouais. Je fais des panneaux. Pas trop après, j'ai trop mal filmé. Fais-toi confiance. Et Mariama à côté qui est alors on va commencer sur la rose, finir par une entrée, un truc beaucoup plus mis en scène, beaucoup plus fictionnel. Ah, c'est trop beau. La qualité, elle est trop bien. Quand tu vas dire action, elle va sortir. Donc du coup, je pense que tu commences ton plan et on dit action au milieu du plan. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Ah. Action. Bonjour. Bonjour. Viens Mariama. Ok. Coupé. Deuxième jour de tournage. Julie, Clémence, Magali et on part avec tout ça.
Ouais, c'était un tournage physique. On a beaucoup porté de matériel, beaucoup porté de caméras et beaucoup marché. Et puis les entretiens et les interviews étaient très très longs. Moi, je me souviens plus tenir sur le parc là-bas, toujours à Nanterre. Finalement, Nanterre, c'était dur. Ah, Nanterre, c'était dur. On a crapahuté. Et justement, on a marché de Pablo Picasso au parc. Et une fois arrivé là-bas, on a fait 3h30 d'interview. Et je me souviens. Ouais. Autant que ça là-bas? Ouais, je me souviens parce qu'au bout d'un moment, je n'avais plus de corps. Il y a des moments où ça confinait à... pas l'épuisement, mais effectivement, il fallait tourner longtemps parce qu'il fallait que les barrières tombent. Il y avait un truc de... et il y a des moments, soit de conversation, soit d'interview, où moi, derrière la caméra qui sait ce qu'on attend, je sais que la première heure, elle est achetée entièrement. Je sais qu'on va rien garder. Mais on sent qu'à un moment donné, il va se passer ce petit moment de grâce. Et que finalement, c'est pas le moment d'interview bien cadré au tout début, on va en garder un peu, etc. Mais c'est presque le moment où on l'a posé dans un coin, on était détendu, on parle d'autre chose, ou bien ça y est, on s'est mis à l'aise, on discute, on réfléchit même plus à est-ce que ça va être au montage ou pas au montage ou quoi. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec quelque chose comme 7 heures de rush par épisode, sans compter le fait qu'il y avait plusieurs caméras. Là, on était au mois de novembre 2021 et on attaquait le montage. Et laissez-moi donc vous présenter Yasmina, la monteuse de la série, par ailleurs soumise à un harcèlement intolérable sur son lieu de travail. Oh là 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 là. Oui, tu veux jouer? Là, je déroche, hein. Tu veux jouer? Oui, c'est une séquence chat. Écoutez, vloguer deux meufs sur leurs ordi pendant des semaines, c'est pas facile de varier, donc un peu de tolérance, merci. Bref, comme Yasmina l'expliquait à l'instant à Nour, le montage, ça commence par le dérush. Donc on regarde, on prend des notes, on re-regarde, on discute, etc. C'est qu'il y avait 2 angles, mais je crois qu'il y en a un qui ressort plus quand même. Je crois. Enfin, je sais pas. Et puis, oui, il y a le côté quand même se sentir légitime ou non, français ou non. Il y a 2 trucs, quoi. La culture légitime et la culture... Bah, moi, j'aime bien ça quand même. Après, ça dépend de ce qu'il y a dans le cadre. Et après, on a une sorte de rixe, de bande de canards derrière nous. Hop, la preuve en image. Là, c'est le chant des coqs, des canards. On fait la conversation? Ouais. Alors, à 57-52... Attends, ne quittez pas. Ne quittez pas, bah non. Mon opérateur va vous répondre. Voilà. Donc je disais quoi? 57-52, ouais. 57-52. Ensuite, on isole des morceaux, on met des choses bout à bout pour que ça commence à raconter une histoire. Le but, c'est de peu à peu construire une structure. Et là, c'est le drame. Très très vite, j'ai regardé les rushs et je t'ai dit, celui que tu voulais mettre en premier, ça marchera pas. Ouais, je sais pas si tu te rappelles ça. Ah bah oui, je me rappelle, c'était un traumatisme. On était sur cette même table, tu étais là, je me vois très moment le moment où je te dis, je pense que ça ne va pas marcher. Et tu t'es levé, t'es parti dans ta chambre. C'est vrai? En mode, putain, merde. C'est vrai? Je me souviens à commencer à tournicoter dans la pièce, à dire, oh là là, mais c'est la cata, c'est machin. Et en fait, assez vite, j'ai dit, non, mais tout va bien. C'est la fin du dérush. Et du coup, c'est compliqué, on pète un peu une durée de tout le monde. Il paraît que, d'après Yasmina, monteuse et psy, c'est une phase normale de péter un peu une durée sur la fin du dérush, parce qu'on est sur le dernier épisode. Après tout ça, on a donc un squelette, et l'étape suivante, c'est peaufiner. Il faut que l'histoire s'enchaîne bien, monter des séquences, et c'est là qu'on rentre vraiment dans le montage plan à plan. Ah, on met le plan de derrière la cage, finalement? Oui, on essaye. Ok. On essaye. Et puis dans notre cas, vous le savez, on a un processus de réalisation particulier et il faut le montrer à l'image. On avait aussi un enjeu d'alterner entre le récit des filles et
les montrer en train de réaliser. Elles n'ont pas eu toutes la même façon, le même mode d'action sur leur épisode. Il y en a qui ont très facilement pris la caméra, par exemple. Donc là, absolument tourner. Voilà, à mettre en image, c'était très simple. Il y avait aussi tous ces moments de off, entre guillemets, ou de prépa qui étaient filmés, quoi. Donc c'était le cas, par exemple, pour l'épisode sur Mahadi, le dernier, où du coup, on a monté la séquence où tu prépares en amont avec elle l'interview de sa mère. Ouais. Et ça permettait, du coup, que Mahadi nous donne des informations sur la problématique de l'interview, de moi je veux être comédienne, mais elle veut pas. Et aussi de montrer que finalement, Mahadi, elle n'est pas tout à fait... c'était pas tout à fait ce qu'elle s'imaginait. Donc ça permettait aussi d'avoir cette bascule en fait, c'est narrative. Quoi. Et c'est vrai, t'aimerais bien que je sois médecin ou pilote d'avion? Non, je vais pas choisir, je rigole ça. Je vais faire ton rêve, ce que tu décides. Je t'embête pour ça. Et si je deviens comédienne Oui, si tu viens comme ça, c'est un rêve que je ne peux pas te dire non. Je fais le bon chemin. En fait, je ne le voyais pas comme ça parce que parfois quand je te parle, je croyais qu'en fait, tu ne voulais pas que je sois spécialement. J'ai dit non, j'ai rigolé, mais pas que je vais dire que voilà, pas que non, je vais dire arrête, non. La route qui est ton rêve, tu continues. Voilà. De montrer et la préparation de l'interview permet de montrer le décalage par rapport aux attentes et du coup, j'espère de rentrer un petit peu plus dans la réflexion des filles, quoi. Dans la catégorie je suis plus toute seule dans ma tête, là je peux vous dire que il s'agit de raconter l'histoire de quelqu'un d'autre de la manière dont quelqu'un d'autre veut la raconter. Moi ça me rend un peu schizophrène, enfin, tu sais, il y avait vraiment ce truc dans ma tête de faut que je raconte de manière carrée comme il faut bien raconter, en même temps je sais que ça lui tient à cœur, et c'est aussi une question qu'on s'est beaucoup posée au montage, en fait, ça. Parce que il s'agissait de est-ce que là on les trahit pas, est-ce que là c'est vraiment ce qu'elle veut montrer. Oui, il y avait beaucoup d'enjeux, quoi. Et elles sont venues d'ailleurs en montage à un moment. Sur la fin, on les a fait venir, on les a fait valider les choses. Et c'était intéressant aussi, ça, de pouvoir leur échanger là-dessus et de transmettre un peu ça avec elles, quoi, qu'elles voient comment ça se fabrique après le tournage. Ouais. Donc tu sais que ton œil sur le plan suivant, il va d'abord regarder la gauche de l'image. Et du coup, on voit la balle directement. Voilà, et du coup, tu étais tout de suite sur l'angle de la balle. Donc, on travaille. Alors oui, vous avez remarqué, je pense. On a fait toute la première partie du montage à deux avec Yasmina, avant même que les filles interviennent. On voulait pouvoir leur proposer une première version pour qu'elles aient déjà quelque chose sur quoi s'appuyer et pas juste leur donner 30 heures de rush et voir ce qu'elles pouvaient en faire, quoi. Ensuite, chacune des filles, sauf Amina parce qu'elle était malade à ce moment-là, est venue travailler avec nous sur son épisode. On a visionné ensemble et on a fait les modifications qu'elle voulait. Et cette fois encore, chacune avait sa façon de voir les choses. Fanta, par exemple, elle nous a impressionnés par la précision de ses remarques. On aurait dit qu'elle était monteuse. Je tape un moment. Ouais. Et ça veut dire qu'on je tape, mais on ne voit pas. Et pendant longtemps, on ne voit pas. Ça veut dire qu'on attend, je ne sais pas si c'est problématique. Ouais, c'est en off, ça veut dire. Ouais. J'imagine qu'entre vous, vous êtes grave soudés. Ouais, et un sentiment familial. Dans ton quartier. Tu vois, quand je fais comme ça, et pendant longtemps... Putain, c'est précis. J'essaye de faire pas plus de 8 heures parce que quand même c'est énorme. C'est des grosses journées, mais ça m'est arrivé de faire des 10-12 heures, voire même beaucoup plus avec Marine. Et voilà comment on tue dans l'œuf une vocation. Bref, ensuite Mariama, elle a apporté un soin particulier à la musique. On l'a entièrement changé dans son épisode. Elle avait une idée bien précise de ce qu'elle voulait, alors on a pris le temps de refaire des recherches sur une banque de sons et on a tout remixé. Ça tourne. C'est pas mal. Donc, c'est très flou, ouais, mais voilà, c'est bon. Donc ça, c'est la bibliothèque audio. On peut mettre électro? Ouais. Ok. Ça va. On dirait une reprise d'Avril Lavigne. Tu vois qui c'est Avril Lavigne? Encore avant. Mais encore un petit peu. Voilà. Mais encore après. Après, d'accord. Voilà.
Vous êtes combien dans les classes? On est 24, tu vois, ce que j'en pense. Puis bah, il a été question de s'habituer aussi à la vulnérabilité pour Mahadi et les émotions à l'image par exemple. Et attends, ta fantôme, je la retiens. C'est à cause d'elle, j'ai pleuré. Hein. À poser des questions. Non, je suis genre, je bouge. Non, c'est grave bien. Et puis voilà, on avait notre série. Alors bien sûr, la post-production d'une œuvre audiovisuelle, ça s'arrête pas là, hein. Il y a encore d'autres étapes. D'abord le mixage, par Magali. En ce qui me concerne, ça a surtout consisté à échanger des mails depuis Tenerife, j'avoue. Oui, bon bah ça va, j'ai pas d'image d'illu sinon. Au retour avec Clémence, on est allé faire l'étalonnage chez Stéphane. Là, ça va donner un peu de matière aussi. Là, c'est un peu la magie. En gros, c'est le moment où nos images passent de ça à ça. Et puis, dernière étape, on passe entre les mains de Malika pour l'habillage. En l'occurrence, comme pour la musique et l'étalonnage d'ailleurs, chaque épisode devait avoir sa propre identité visuelle, réfléchie avec les filles pour les représenter au mieux. Parce que finalement, tout l'enjeu de cette série, c'était de créer un projet commun, mais en respectant l'identité de chacune. C'était super important pour moi, et honnêtement super important pour toute l'équipe, de rendre hommage à toute l'authenticité et tout le travail qu'elles avaient mis dans le projet. Voilà, on était en février 2022, presque un an après notre première rencontre, et on bouclait dans la place. On avait réussi, et on n'avait pas fait juste une série. Il y avait un enjeu plus grand que le film en lui-même, quoi. Ouais. C'était... l'enjeu, il était plus, j'ai envie de dire, sur les filles, quoi, sur leur évolution, sur leur perception des choses et sur ne pas trahir leurs paroles, quoi. Ouais. Donc ça, c'était vraiment hyper intéressant et hyper gratifiant, quoi. C'est un truc qui nous dépassait un peu, entre guillemets, et que... moi je garde cette image de l'avant-première où elles sont toutes sur scène, hyper fières d'être là, hyper fières de montrer ça à tout le monde et hyper fières d'elles en fait. Hop là, elle est pas belle cette transition de Yasmina? Alors oui, j'ai changé de coupe, c'est la magie de l'audiovisuel. Mais c'est aussi et surtout parce que je tourne ce passage après avoir fini de monter tout ce qui précède. En fait, faire ce making-of pour moi, c'était l'occasion de me replonger dans un processus qui a été très très long, et donc j'avais envie de digérer un peu tout ça avant de vous tourner cette conclusion. Mais bon, on va pas faire le making-of du making-of non plus, hein, y a des limites. Donc comme le disait Yasmina à l'instant, Dans la place, c'est pas juste une série. Alors ça fait très pompeux dit comme ça, d'ailleurs ça veut pas dire que c'est réussi, hein. Ça c'est à vous, spectatrices et spectateurs, de le dire, de le décider. C'est plus pour dire qu'en plus de l'expérience audiovisuelle, il y a eu une expérience humaine qui était très très forte. Alors évidemment, bien sûr, on voulait faire une série, c'est ce qui en ressort, c'est ce que vous voyez, etc. Mais après y avoir réfléchi, a posteriori, on se dit que l'audiovisuel, c'était presque pas une fin en soi, en fait. C'était presque plus un moyen, un prétexte pour permettre aux filles de prendre la parole d'une manière complètement inédite. Donc vous l'avez compris, c'est une expérience qui a duré de nombreux mois, et pendant tous ces mois, les choses n'ont pas arrêté de changer, d'évoluer. Les filles, d'abord, évidemment, au début, elles découvraient, puis après, elles se sont mises de plus en plus à l'aise. Nous, de notre côté, on a appris à de mieux en mieux les connaître, et on comprenait aussi de mieux en mieux les enjeux, que ce soit les enjeux humains ou les enjeux techniques. C'était un processus où tout était extrêmement mouvant, en fait, où on s'ajustait en permanence. Et je vais pas, dans cette conclusion, excéder les limites de la pudeur, mais on a vraiment vu les filles changer. Et voilà, la série, elle est réussie, elle est pas réussie, c'est à vous d'en juger, mais ça, je sais que c'est une réussite. Évidemment, je vais pas parler que des filles, à titre personnel aussi, c'était une expérience qui était très transformatrice. D'abord, c'était mon plus gros projet, celui sur lequel j'ai le plus appris. C'était aussi, on pourrait dire, le plus audacieux, en tout cas d'un point de vue formel. Et puis, c'est celui sur lequel j'ai été le plus entourée. Et pour ça, je remercierai, mais jamais assez, ma productrice, Cordélia, d'avoir accepté de me suivre là le temps. Ça vous paraît peut-être bateau, les remerciements, tout ça, en fin de vidéo, etc., etc. Je comprends. Mais là, dites-vous bien qu'il n'y a pas grand monde qui serait allé sur un pitch qui, je vous le rappelle, faisait une ligne à la base. Et il y a le reste de l'équipe aussi, les techniciennes, à la fois sur le terrain et en post-prod, qui ont toujours essayé d'adapter la façon classique, on va dire, de travailler à ce projet-là, qui était plus spécifique. Et ça aussi, c'est super précieux d'avoir des personnes qui arrivent et qui veulent vraiment rendre la série le mieux possible, qui réfléchissent vraiment avec toi à comment l'améliorer en permanence. Et ce sur quoi je serai toujours tellement reconnaissante, c'est que malgré les difficultés, et il y en a eu, il y en a dans toutes les expériences évidemment, et tout le monde, les filles comme l'équipe, ont toujours gardé le sourire. On a toujours gardé sur le terrain en post-prod cette ambiance cocon, cette ambiance fun, et ça, c'est trop bon. Trop bon.
Et tout ça, c'est ce que j'ai modestement essayé de vous raconter, de vous montrer dans ce making-of, donc j'espère que ça a fonctionné et vous me direz si ça vous a intéressé. D'ailleurs, je vous fais une petite parenthèse, si d'une manière générale les coulisses de mon activité vous intéressent, j'ai maintenant un Patreon sur lequel il y a plein de posts qui parlent un petit peu de ça, et je vous le glisse là particulièrement parce qu'il y a la version longue de la conversation de Yasmina, dont vous avez vu des extraits là, qui est entièrement disponible dessus. Voilà, vous avez le lien si ça vous intéresse, ça me permet de soutenir mon travail aussi, c'est toujours chouette. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé, que ce soit la série, ce making-of, etc. Elle est toujours disponible sur cette chaîne YouTube si vous voulez la regarder, la commenter, la partager, la liker, etc. etc. Vous connaissez la chanson. Je peux pas trop vous en dire plus pour l'instant, mais a priori, elle a pas fini de faire sa vie. Mais je vous tiendrai au courant. Je vous fais des bisous. Je suis trop loin pour toi, t'es la plus bonne de mes copines. À mes copines, bombarder, bombarder, je veux bombarder, bombarder.